Donc là, ce soir, le but, c'est vraiment de voir Docker en pratique, c'est-à-dire de voir comment vous pouvez le mettre en place demain et comment vous pouvez en servir, à quoi ça sert, à quoi ça sert pas. Et plus que s'étendre sur la théorie, je vais parler un peu de la théorie, je vais vous dire comment ça marche grosso modo dedans. Mais le but, c'est vraiment voilà, c'est de comprendre comment ça marche et ce que vous pouvez en faire demain, quoi. Donc on fait 10 minutes de théorie. Ah, 10 minutes de théorie. Les installations, alors si vous êtes sous Windows ou quoi, il y a des petits trucs à savoir, mais je passe rapidement dessus pour pas que vous galériez trop derrière. Et après, donc on a 5 exemples d'à peu près 10 minutes chacun. On a un exécutable, on va faire tourner SAS dans un conteneur Docker. Et vous pouvez le passer à n'importe qui et il peut l'exécuter, quelle que soit sa machine, Windows, Mac, etc. Et le mec n'a pas besoin d'installer Ruby ou quoi que ce soit, il fait juste, il file son fichier CSS, il exécute le container, qui transforme son fichier, et puis après il a son fichier qui est compilé en CSS normal. On va faire un petit mumble qui est derrière accessible, qui est juste installé dans un container sur votre serveur, et puis il est compris uniquement là-dedans. Donc là, on verra aussi comment on fait un script Docker. Là, je vous parlerai d'un retour d'expérience que j'ai eu à Canal+, où ils avaient un serveur Jenkins ils avaient un Jenkins qui tournait sur un serveur qui était pas, qui tombait souvent en RAD en fait, et du coup c'était un peu lourd parce que à chaque fois qu'il tombait en RAD, il fallait tout réinstaller, remettre la conf, etc. Tu pouvais en perdre si tu avais des données corrompues, et du coup je l'aurais mis dans un conteneur Docker et puis on le sauvegarde ailleurs. Et le jour où le serveur est tombé en RAD, on reprend le conteneur, on le remet dessus sur un nouveau serveur, n'importe lequel, et puis c'est reparti quoi. Et du coup, tu as, un setup qui en 5 minutes, si ton serveur il est bousillé, tu peux le relancer facilement, quoi. On va voir aussi comment on fait un environnement de travail agnostique, c'est-à-dire que genre, limite, j'ai pris Ruby on Rails, j'ai fait exprès, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui n'en font pas. Et typiquement, c'est assez lourd à installer, enfin c'est long en fait. Le script lui-même, il met 2 heures à tourner pour créer un container. Et après, je peux le filer à n'importe lequel d'entre vous, et vous faites le code Ruby, si on vous dit juste, il faut juste changer genre le logo, des petits trucs, etc. Vous n'avez pas besoin d'être super expert. Par contre, installer l'environnement, ça peut être lourd. Et si je vous le file, et que vous n'avez plus que les fichiers de texte à modifier, et que ça tourne sans que vous ayez rien à sur votre machine, et ben ça devient tout de suite beaucoup plus cool. Ça peut aussi être utilisé à titre de support de cours. Genre, dans la salle, on a Laurent qui va donner des cours d'Angular. Et typiquement, il pourrait filer un container Angular à ses élèves. Et puis ses élèves, du coup, ils ont juste à coder avec leur éditeur de texte. Ils peuvent faire ça sur n'importe quelle machine. Et tout le monde fait tourner la même chose parce que dans le container, vous avez toujours le même Linux qui tourne. Donc ils le préparent et les élèves n'ont pas besoin de savoir comment ça tourne. Ils apprennent plus tard comment on installe, etc. Quand vraiment ils sont intéressés, quoi. Et après, on fera un scénario multi-container qui est GitLab. Alors le problème de GitLab, par exemple, c'est que GitLab, il lui faut un Postgres, il lui faut un Redis, il lui faut plein de trucs pour tourner. Et du coup, pour garder tout ça un peu de manière saine, quoi, on va avoir 3 containers, on va avoir un Postgres qui tourne, un Redis qui tourne et un GitLab qui utilise les 2 autres. Et donc ça, je vous montrerai du coup comment en 3 lignes de commande vous avez un GitLab qui tourne, alors que GitLab c'est assez difficile, enfin c'est pas difficile à installer, mais ça prend beaucoup de temps, on se plante beaucoup, etc. Alors que là, hop, tu tapes 3 lignes de commande, t'as un GitLab, quoi. Et après, on prendra des cas dans l'audience, donc ça dépend un peu du temps. Je passe volontairement sur quelques notions, donc je sais que l'audience est assez hétéroclite et du coup il y a un peu de tout. Il y a des gens probablement qui ne connaissent pas trop Linux, il y a des gens qui sont plus expérimentés. Donc vous m'arrêtez s'il y a une question, il n'y a aucun problème. On a un micro, on se le balance et c'est parti. Et donc n'hésitez pas à m'arrêter et à la fin, en tout cas, on prendra au moins un cas dans l'audience, ça dépend du temps qu'on a pris. Donc, alors l'histoire, la théorie. La virtualisation, ça a commencé en 1967 avec un vieux PC d'IBM où genre ils avaient un cœur qui était un peu genre l'hyperviseur et derrière les user space, donc l'environnement de travail utilisateur, c'était une VM. Et donc ils ont un peu inventé le concept à ce moment-là, sachant que ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui. C'était vraiment un truc très système, c'était pas orienté genre tout le monde fait sa petite VM à la VirtualBox et installe ses Windows et tout. Donc c'est quand même un concept qui est assez vieux, quoi. Et le premier à avoir fait un truc plus commercial et orienté, on en donne un peu à tout le monde, n'importe qui peut faire une VM en 3 clics. C'était VMware en 99, donc c'est pas si vieux que ça. Et celui que tout le monde connaît un peu mieux, bon il y a Xen mais j'y reviendrai, c'est VirtualBox, ça date de 2007, quoi, donc c'est à 7 ans. Donc c'est pas des technos qui sont démocratisés depuis si longtemps que ça.
Xen, vous connaissez peut-être pas, c'est des machines virtuelles en ligne de commande sous Linux. Donc c'est plus, par exemple Amazon EC2, ils utilisent Xen. Et c'est assez puissant, et du coup c'est entièrement scriptable parce que c'est que le script en fait, quoi. Mais ceux que je pense que tout le monde connaît, c'est au moins VMware. Si vous avez été en intercontrat ici, vos machines virtuelles c'est du VMware. Et VirtualBox, chez vous, j'imagine que tout le monde en a fait un peu. Et donc, les VM classiques, on va dire, on appelle ça les VM classiques, quoi. C'est-à-dire que la VM classique, elle a quoi? On lui dit, tu vas prendre tel processeur, tu vas prendre tant de RAM, et je te le file, et tu fais tourner un Windows, ce que tu veux dedans. Ça inclut qu'il faut que tu ailles installer Linux ou Windows, etc. Ça te prend du temps. Ça inclut que si ton application qui tourne dedans, elle utilise 5% de CPU et 50 MO de RAM alors que tu en as filé 2 Go, et tu bouffes quand même tout le CPU que tu as filé et toute la RAM. Elle n'est pas disponible pour le système. C'est un peu le principe de la sandbox, c'est-à-dire que tu lui donnes tant de trucs, tu les mets dans un bac à sable, quoi, et ça dépasse pas, quoi. Ça veut aussi dire que tout le sable qui n'est pas utilisé, il est perdu. C'est des ressources que vous possédez mais que vous n'utilisez pas. Et donc si vous voulez mettre 150 machines virtuelles sur une machine, c'est pas possible parce que vous ne pourrez pas diviser assez bien les ressources. Ça va ramer, quoi. L'avantage que vous avez quand même, c'est que vous avez une interface graphique. Donc vous installez un Windows, vous avez Aero, ce que vous voulez, vous avez vos navigateurs, etc. Et vous ne l'aurez pas sous Docker qui est plus purement de la ligne de commande. Alors, pour les experts Linux, oui, on peut faire du X via SSH avec un container Docker, mais c'est quand même quelque chose qui est plutôt avancé. Et si vous en venez là, c'est peut-être qu'en fait, il vous faut peut-être plutôt une machine virtuelle classique. Et l'autre avantage, c'est que pour l'instant, c'est plus sécurisé, parce que c'est une technologie qui est quand même un peu plus mature, et les sandbox des machines virtuelles classiques, c'est plus sécurisé qu'un container Docker qui est trop récent en fait. Un Docker, ça date de 2013, vous allez voir plus tard. Et par contre, en ce moment, ils bossent vraiment là-dessus, sur tout ce côté sécurité, et bien mettre le processus qui tourne dans le container bien isolé. Et l'inconvénient que vous avez, du coup, c'est le gaspillage de ressources. C'est-à-dire que des VM, vous en faites tourner peut-être 5, 6, 10 sur une machine, mais au-delà de ça, il vous faut déjà une grosse machine, quoi. Et quoi qu'il arrive, même si vous êtes très bon et que vous avez des experts et qu'ils vont vous faire des scripts qui vont changer combien de mémoire ils allouent au VM, etc. Au final, c'est beaucoup de ressources humaines pour le coup utilisées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de monitorer l'allocation au VM. Et c'est clairement, c'est pas fait pour ça, quoi. Et du coup, vous commencez à trifouiller la chose au-delà de son utilisation primaire. Et donc, c'est lourd en travail pour les gens. Donc en 2013, on a eu Docker. Ça fait pas très longtemps, ça fait que quelques mois qu'ils ont sorti la 1.0. Donc ils ont dit, bon, voilà, maintenant c'est suffisamment stable pour être utilisé en production. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moins sécurisé qu'une VM. Donc si vous avez vraiment un truc critique, c'est pas encore la bonne techno. Ça le sera probablement à un moment donné. J'ai parlé à un ami qui lui travaille dans une boîte de sécurité. Ils m'ont dit qu'ils avaient étudié le cas. Ils ont dit qu'en gros, si tu veux une machine Docker, un container Docker qui est ouvert sur le public, genre tu veux héberger Facebook dans un Docker, quoi, il faut quand même bien s'y connaître et taper dans le SE Linux, etc. Enfin, ça ne vous affranchit pas de faire un serveur robuste. Voilà. Ça demande quand même une certaine expertise si derrière vous voulez mettre des trucs en front, quoi. Techno sous-jacente de Docker, c'est quoi? C'est LXC. Donc LXC, c'est assez vieux, hein. Ça va être du kernel de 6 et quelques, je crois. C'est la virtualisation au niveau système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle un hyperviseur, en fait. C'est l'exécutable, par exemple, de VirtualBox, et c'est comment il fait pour allouer les ressources. Ensuite, on a les cgroups. C'est un autre truc dans Linux qui permet d'isoler un processus. C'est-à-dire qu'avec un cgroup, on pourra dire tu as le droit d'utiliser tel ou tel truc, tu as le droit d'utiliser tant de ressources, etc. Parce qu'on peut aussi limiter. On peut dire à un container, toi, je veux pas que tu prennes plus de 2 Go de RAM parce qu'au-delà de ça, je trouve que, j'en sais rien, tu fais un memory leak ou t'as un problème. Mais de base, tu peux en faire tourner autant que tu veux et il prendra toutes les ressources dont il a besoin et pas plus, quoi. Et AUFS, on y reviendra, c'est un système, enfin FS c'est pour faire les systèmes, donc vous connaissez NTFS, VXT4, FAT, etc. AUFS, l'intérêt c'est que c'est un système de fichiers en oignon, et du coup ça permet d'introduire des commandes à la Git, et vous allez pouvoir faire des docker diff, pour dire c'est quoi la différence entre
deux versions du container. Ils vont dire entre deux versions, tu as tel fichier qui ont été rajoutés, etc. Ça vous permet par exemple de débugger, j'installe un truc, je ne sais pas ce qui déconne, je ne sais pas où est-ce qu'il y a des fichiers, etc. Vous faites une diff et il va vous montrer toute la différence de fichiers qu'il y a eu entre les deux versions. Vous pouvez aussi du coup faire des commits, vous pouvez faire des pulls et des push sur un repository, le Docker Hub, qui est un peu comme GitHub mais pour des repositories Docker. Et du coup ça va être assez pratique, c'est un bon compagnon du développeur. Donc les avantages, c'est très léger. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais faire tourner un Linux complet avec un Ruby on Rails complet dedans, plus une application qu'on lui plug à côté, et ça pèse genre 100 MO quoi, en mémoire. Donc vous imaginez, vous comparez ça à si vous aviez, je sais pas, un Windows qui fait tourner VirtualBox et dans laquelle il y a une VM qui fait tourner Linux, on doit être genre 20 fois moins de RAM utilisé quoi. C'est très rapide à démarrer au moment où je fais Docker Run, le truc qui tourne quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de boot à proprement parler. Et c'est facile à scripter et c'est prévu pour d'ailleurs, et on enverra des scripts, vous montrer un peu la base. Donc le but c'est de montrer un peu, moi j'en ai écrit pas mal des containers, j'ai eu pas mal de problèmes au fur et à mesure, forcément toujours, hein, on tombe sur des cas où on n'avait pas pensé. Et donc c'est de vous montrer un peu tout ce qui se fait, et si vous avez des questions, allez-y, vraiment, il n'y a pas de problème. La Catbox est là pour ça. Et les inconvénients, du coup, c'est qu'il n'y a pas de GUI et que c'est moins sécurisé qu'une VM à l'heure actuelle. Et donc on va faire des exemples. Alors, en exemple... Donc là, c'est un terminal Linux classique, c'est un GNOME terminal. Hop, c'est pas celle-là. Donc, alors je vais vous montrer du coup pour un SAS, pour faire tourner SAS. Tout le monde connaît SAS. C'est un pré-compilateur de CSS, c'est-à-dire que vous avez une syntaxe plus riche que le CSS. Je ne sais plus exactement ce que ça rajoute, quand j'en fais très peu. Mais je sais que c'est très utilisé et ça vous permet d'augmenter la syntaxe. Et après, vous faites juste SAS, mon fichier.scss, et vous le transformez en un fichier .css qui lui serait plus lourd à taper ou serait moins dry, etc. Et ça vous sert à ça, c'est assez utilisé. En particulier dans tout ce qui est Ruby on Rails, je sais que c'est très utilisé. On s'en sert pas mal aussi dans tout ce qui est du framework JavaScript, il me semble. Alors. Ok. Donc ça c'est un Dockerfile, donc c'est un fichier, un fichier qui a un nom particulier, donc il faut l'appeler Dockerfile. Et il contient un genre de script qui ressemble pas mal à du bash, vous allez voir. Et je vais vous expliquer qu'en fait c'est pas loin du bash. Et ça vous sert à définir qu'est-ce qui contient votre container quoi. Donc il part de 0. Donc vous commencez forcément toujours, vous commencez toujours par un from. Vous dites je vais commencer de tel container. Donc vous pouvez commencer d'un Ubuntu 14.04 classique, et d'ailleurs il existe, j'en ai un tout à l'heure. Et après, tout ce qui est commande run, en fait, il fait tourner SH. Donc ce que vous mettez après run, il est exécuté comme sh-c, entre guillemets. Donc je lui dis, tu démarres de Ruby la version 2.1.2, donc qui est un container qui est déjà prêt pour moi, qui est un container officiel. Donc vous avez des containers que vous pouvez envoyer sur le Docker Hub, et vous avez des containers qui sont faits par des professionnels. Vous avez des containers de Postgres officiels, vous avez des containers de Redis, vous avez des Ubuntu, des CentOS, pas mal de choses. Donc nous ça nous arrange parce qu'installer Ruby c'est long, pas forcément marrant, pas forcément envie. On commence de Ruby 2.1.2 et hop on a Ruby 2.1.2 de base. Donc si jamais vous n'avez jamais exécuté cette ligne, il va aller d'abord vous le récupérer sur le serveur. C'est le temps de le télécharger quoi. Ensuite on fait un run, on lui dit gem c'est ce qui installe les dépendances Ruby, tu vas m'installer SAS. Donc déjà à la deuxième ligne quoi, j'ai un Linux, j'ai Ruby dedans et j'ai SAS dedans. Donc j'ai tout ce qu'il me faut quoi, en deux lignes de code et je sais même pas forcément vraiment comment on installe Ruby, à la rigueur je m'en fiche quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Et après on lui dit quand tu fais tourner le container, ta commande de base c'est SAS. Donc c'est SAS, c'est un exécutable qui vous est donné quand vous installez SAS. Vous pouvez juste dire SAS mon fichier.css et il vous sort le fichier en CSS quoi. Et donc l'entry point c'est la commande, alors c'est l'exécutable par défaut. Vous verrez que derrière on peut faire aussi des CMD.
le CMD, on peut l'overrider à chaque fois qu'on lance le container assez facilement. Vous verrez tout à l'heure, on va le faire. Et du coup, ce container-là, on fait un doc build. On dit RM. RM, c'est pour dire enlève-moi tous les containers temporaires. Parce que il y a autre chose, c'est qu'on apparaît du système des fichiers en oignon. En fait, à chaque ligne, il crée une couche. Et du coup, s'il y a une couche qui foire, et ben, il dit telle couche à la foirée, je la rajoute pas. Mais le reste, il est déjà là. Et du coup, il vous fait un cache. Et donc, typiquement, un script comme ça, bon, celui-là, il est pas très long, mais un script qui fait, je sais pas, 50 instructions, vous n'allez pas l'avoir bon du premier coup. Et donc, l'intérêt, c'est que vous ne tapez pas de réinstaller à chaque fois tout. Quand vous le rebuildez, et ben, il va reprendre là où juste avant que ça va foirer, et puis il va essayer de continuer, quoi. Et si par exemple vous modifiez, et donc le cache, il peut être busté, c'est-à-dire qu'il peut être viré si jamais vous rajoutez une instruction. Genre si je mets l'instruction, si run game ça s'installe là, ça passe sans problème, et qui tourne. Et si je rajoute une instruction avant, et bien, il va virer le cache de run game install ça, c'est parce que ça se trouve ce que j'ai écrit que je tue, et ben ça change ce que ça fait. Et du coup, c'est plus pratique comme ça. Mais vous pouvez aussi buster le cache en disant no cache. Il no cache et puis il reprend le truc à zéro, quoi. Donc RM, ça permet de dire me garde pas tous les trucs et toutes les étapes intermédiaires, je m'en fiche, ce qui m'intéresse c'est le résultat. C'est bon, on peut mettre les deux, RM et no cache. Tu peux mettre les deux, tout à fait. Ensuite, on lui met un petit tag pour donner un nom au conteneur qu'on fait. On peut l'appeler, moi je l'appelle toujours baboon truc. Ça, après on fait 2 points, on lui met une version, donc on peut mettre la date genre le 25/09/2014. Voilà. Et après, le Dockerfile est dans le dossier courant, donc je mets un point pour dire le dossier courant. Et je vais build, je ne suis pas au bon endroit. Ah, et du coup, là, il est parti de Ruby. Donc celui-là, je l'avais déjà, donc il a fait c'est bon, je l'ai. J'ai fait exprès parce que c'est un peu long à télécharger. Ensuite, il installe juste SAS. Donc voilà, il l'a installé pas de problème. Ensuite, il a dit OK, tu veux tel entry point, etc. Et il m'a créé mon container qui s'appelle baboon SAS la version. Et après, alors je crois que là vous commencez à plus voir grand chose. Ah, on voit mieux. Je rallume après, attention, ça va faire mal aux yeux. Du coup, j'ai quand même stocké la commande d'à côté. Dans la commande, c'est juste ça. Donc pour le faire tourner, je dis docker run. Ensuite, je lui dis tu me gardes pas le container parce qu'en fait, vous pouvez garder les containers qui ont tourné et les récupérer et vérifier leur exécution, vérifier où ils en sont, les comités pour faire une nouvelle image si vous voulez, etc. Ensuite, je lui donne un volume. Je lui dis le problème qu'on a quand même, c'est qu'on a effectivement un container qui a tout dedans, c'est bien, mais je veux quand même lui filer mon fichier. Mon fichier est sur mon disque local, il n'est pas dans le container. Et du coup, vous pouvez monter à l'intérieur du container un dossier, par exemple, ou même un fichier si vous voulez, et vous dites juste ça, c'est le chemin jusqu'au dossier dans lequel on est, qui contient le .sss qu'on va vouloir compiler, et vous dites deux points, et dans le container, ça sera à /app. Et du coup, je lui dis, tu fais tourner ce container-là, et tu donneras en argument à la commande SAS qu'on a mis en entry point ici. Tu lui feras tourner SAS avec, tu vas prendre app, tu vas prendre normalize.css, donc qui en fait, c'est juste que app, je prends ce qui est là-dedans et je le mets dedans, et là on a ce qu'on veut. Et quand tu as fini, tu fais le petit chevron, c'est ce qu'il dit en bash, tu rediriges l'output vers normalize.css. Du coup, en gros, j'exécute SAS sur ça, et ça me donne ça. Et donc, si je la fais tourner, ok. Alors, ouais. Faut que je revienne. Un petit clip. Ouais, peut-être bien. Allez. Puis ouais. 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 Il y a la complétion. Hop, c'est parfait. Et voilà. Et là, si je fais ls, j'ai mon normalize.css. Pour vous montrer qu'ils sont bien différents, on va compter les lignes.
Hop, celui-là, il a 525 lignes, et l'autre, il y en a 189. Donc il y avait probablement plein de variables et plein de commentaires, etc. dans le CSS, et après le CSS qui est juste pour être poussé en prod, il a juste ce qu'il faut, quoi. Et donc voilà, et donc par exemple, SAS, je l'ai pas ici, quoi. Enfin, si je fais SAS, quoi, je n'ai pas le programme, mais je l'ai exécuté parce qu'il tourne dans un container. Alors je vais rallumer la lumière, attention, ça risque de faire un peu mal. Hop, c'est parti. Petit clear, ok. Et du coup, ça c'était le premier exemple. Ça va pour tout le monde à peu près? Pas de questions particulières. Donc bah, ça c'est l'exemple simple, vraiment le petit exécutable, on le fait en 3 lignes, il n'y a pas grand chose de compliqué à installer ou à préparer. On va en avoir un deuxième, où on va aller un peu plus loin quand même. Parce qu'on va installer un Mumble. Vous savez ce que c'est un Mumble? C'est, je ne sais pas si vous connaissez TeamSpeak. Et ben Mumble c'est l'équivalent open source de TeamSpeak, c'est-à-dire que vous avez un serveur qui tourne, et les gens se connectent dessus, et vous parlez dans votre micro, et puis vous pouvez parler à tous vos copains en même temps pour jouer à un jeu vidéo ou ce que vous voulez. Et la différence c'est que c'est open source, c'est que du coup, on fait ce qu'on veut. Donc on va se mettre là-dedans. Du coup, on a quoi pour faire tourner un Mumble? Quand même, c'est un peu plus compliqué déjà. Mumble, il a les dépendances. Mumble, il a une configuration pour dire, bah, tu vas en fait tuer tel serveur, tu vas prendre tes mots de passe, tu vas prendre, etc. Il a du coup un Dockerfile dans lequel on lui dit, bah, faut que tu installes ça à la suite, que tu utilises la config de tel endroit. Et je vous ai encore mis la commande à côté. C'est pas la peine de noter vraiment tout ça parce que je vous mets sur GitHub tout après, genre le truc complet avec la presse. Et il y a même un résumé de tout ce que je vous ai dit. Et le supervisor D.conf, c'est juste, pour ceux qui ne connaissent pas supervisor D, c'est genre un manager de daemon. Genre si vous avez une application qui est managée par supervisor D, qui plante, et bah, il va savoir la relancer. Donc il monitor pour vous. Il y en a plein qui existent, hein, God, Monit, etc. C'est vraiment ce que vous préférez, quoi. Donc je vais vous montrer le Dockerfile, qui est déjà un peu plus long, quoi. Alors là, on part dans Ubuntu. Donc Ubuntu, c'est pareil. Vous avez tous les Ubuntu que vous voulez. Ou un autre, hein, si vous préférez CentOS. Il n'y a pas de problème. On vous aime tous. Vous partez de ça. Ensuite, on lui dit bah, tu mets à jour le Ubuntu parce qu'il va nous faire des paquets récents. On lui dit Mumble et ses dépendances. Et bah, il faut ipterm, truc, etc. On fait la ptk d'install de tout ce qui nous manque. On lui rajoute un dossier pour les PID, je pense. On installe le superviseur qui va s'occuper, comme je vous l'ai dit, de le garder toujours en vie. Ensuite, on rajoute l'utilisateur qui fait tourner Mumble. Donc, comme vous savez tous, il y a des bonnes pratiques sur Linux qui disent que on ne fait pas tout tourner sous route et que idéalement, on fait un utilisateur par processus et que du coup, vous donnez juste les droits que l'utilisateur a besoin et juste ses dossiers. Et comme ça, si jamais il y a un leak et que quelqu'un accède sous ce compte-là à votre système, bah, il ne peut rien faire d'autre que pourrir votre Mumble, quoi. Donc on a l'utilisateur, ensuite on fait un expose. Alors là, le problème qu'on a aussi avec Mumble, c'est que c'est pas juste un exécutable qui tourne dans une machine, et quand il a fini, c'est fini, le processus est killé, le container retourne, et voilà. C'est un truc qui tourne comme en daemon, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond, quoi. Et il est juste là pour recevoir les connexions des clients qui vont lui dire bah, moi je veux aller parler dans tel chatroom. Et du coup, il faut lui exposer un port. Il faut lui dire, bah moi, je suis sur le serveur, on verra tout à l'heure, moi j'en ai un, c'est baboon.io, 64738 le port. Et donc, il faut que cette machine, enfin ce container, il expose ce port en disant, bah tel port, chez moi, il est ouvert. Et du coup, côté de l'autre, donc côté là où je fais tourner, dans le Linux dans lequel je fais tourner ça, ou Windows, ou ce que vous voulez, je vais dire, bah tel port chez moi, vous verrez dans une commande avec un -p, genre le port, je sais pas, 3700 si vous voulez, il map à l'intérieur du container vers le 64738. Et du coup, vous pouvez dire que bah, mon serveur, au port 3700, vous avez accès à Mumble qui est dans un container que je ne fais pas moi tourner. Je sais que si je vous le passe là-bas, vous allez pouvoir vous dialoguer, ça va être bien. Et donc c'est pour ça qu'on en a besoin. Donc c'est pareil si vous faites une appli Node, une appli ce que vous voulez, dès que vous faites tourner un site web, une application web, un truc qui existe depuis le net, vous allez devoir avoir accès à un port.
Ensuite, on dit juste à l'utilisateur, bah, tu as accès à la database, etc. Ça t'appartient. Et on dit la commande par défaut, c'est supervisor D. Alors là, vous verrez qu'on a utilisé CMD et pas entry point. Alors, on peut utiliser les deux en même temps. L'intérêt, c'est que entry point, c'est pas vraiment overridable, enfin beaucoup plus difficilement. Et du coup, ça vous permet d'avoir un exécutable de base. Et CMD, d'habitude, on lui file plutôt genre les arguments par défaut. Et du coup, vous pouvez les écraser quand vous voulez, dire bah tiens là, je veux faire un run de maintenance, je veux backuper la base de données ou quoi. Vous allez le changer. Donc là, lui, on le dit juste, tu fais tourner le superviseur, il va faire tourner Mumble, on est content. La commande, bon, le point ini, je voulais juste laisser parce que si jamais vous y retournez, que vous voulez voir un peu le faire tourner, vous avez tout ce qu'il faut. Mais il y a besoin de mot de passe et tout, du coup c'est installé sur mon serveur, je vais vous montrer, je vais le faire tourner. Je vous montre juste la commande encore. Alors là il est un peu plus compliqué, je crée une variable déroute dans laquelle je lui dis où est-ce qu'on est. Je lui dis docker run, je vais le nommer, parce que si on le nomme pas, il nous file des noms aléatoires. Alors on peut faire docker ps pour savoir quels sont les processus qui tournent. Donc là il n'y en a pas qui tournent, mais par contre il y en a qui sont morts. Donc si je fais tirer à all, il va me dire bah celui que tu as fait, bon, c'est celui de plus tard ça. Parce que j'ai pas mis un RM, mais il donne un nom à con, il dit stoic backclean par exemple. Et moi j'ai envie qu'il sache que ce container il s'appelle Lilith Mumble, et comme ça je peux toujours lui dire mon container qui s'appelle Lilith Mumble, que tu connais, qui existe, tu vas lui faire ça. Ensuite le -d c'est pour daemon, c'est-à-dire que tu le tues pas, genre il va tourner en tâche de fond, tu l'oublies, hop, il va être content. Le -p, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour partager un port entre l'autre et le container. Très important. Le -v, c'est pour ajouter un volume. Donc je dis, bah, le problème, c'est qu'un container, tant qu'il vit, les données qu'il contient, elles sont là, pas de problème. Il faut rentrer dans le container pour les récupérer, mais c'est pas grave. Mais quand vous l'éteignez, quoi, ces données restent avec le container. Et si vous supprimez les containers, et ben, ces données sont perdues. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est que si vous montez un dossier entre l'hôte et le container, et ben, vous pouvez garder toujours les données en endroit. Et du coup, il vous reste quoi? Il vous reste l'exécutable, donc qui est dans le container. Il vous reste la config que vous avez à côté, que vous touchez une fois, etc. Et vous avez les données. Et du coup, en fait, ça couvre la vaste majorité des applications. Enfin, toute application, c'est ça, quoi. C'est un exécutable, une config, des données. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on passe là. Et après, je lui dis, bah, ta config, tu la prends là. Comme ça, je la mets à côté. Et j'ai pas besoin de rebuilder le container à chaque fois que je la change. Si je veux tripouiller un peu pour tester les trucs, je l'ai à côté, je la modifie, je refais tourner et je la config à changer, quoi. Et le Mumble, bah ça c'est le nom de l'image que j'avais donné. Je la build pas parce que comme vous avez vu, le Dockerfile est un peu long. Et j'ai pas envie qu'on regarde un écran avec tout qui est dessus. Donc je peux vous montrer que... Est-ce que j'ai accès à l'Elite ici? J'ai accès à l'Elite. Donc j'ai des petits alias. Et là j'ai tout ça qui tourne par exemple chez moi. Donc j'ai un GitLab, un Postgres, un Nginx, un Mumble, une transmission, un Redis et tout. Et par exemple, j'ai accès à Lilith Mumble, donc vous avez vu que c'est comme ça que je le nommais. Et si je lance un Mumble, donc le client pour le coup, donc ça c'est Mumble qui tourne dans un conteneur sur mon serveur chez moi. Et vous allez voir, alors évidemment il s'est mis à... Hop, je lui dis connecte-toi là-dessus. Donc je vais donner un petit nom, je dis l'adresse c'est ça, c'est le DNS pour mon serveur. Le port, bah, c'est le même, hein, c'est celui qu'on a défini, je dis sur tel port. Tu as accès à un Mumble. Je me connecte dessus. Et ah, j'ai un Mumble qui tourne. Je le tue. J'ai mes copains qui veulent venir. Et ouais, je m'en fiche. Et par contre, si vous regardez là, j'ai Mumble installé, mais on s'en fiche. Je veux quoi de mon portable? Parce qu'on est censé recevoir des pizzas quand même. Tu faisais faire tout à l'heure. Non, j'ai pas le même son, mais ça m'a fait penser au portable. Et voilà, c'était peut-être un peu plus abstrait pour le coup, vous avez peut-être plus de questions hein, par rapport à comment ça tourne, etc. Vous voulez avoir le Dockerfile peut-être? Voilà, on avait ça quoi. Finalement, c'est pas si méchant que ça. Hein. Là, je lui dis juste, bah, t'as besoin d'installer ça, tu vas tourner sur tel port, tu prends tel config, tu mets tes données là, et tu tournes, et c'est parti quoi.
Et l'intérêt que vous avez par rapport à ça, c'est que ça, je peux le filer à un pote qui n'est pas forcément super adroit en informatique. Je lui dis juste, bah tiens, tu vas installer l'installateur de Docker pour Windows, parce que a priori, s'il connaît pas bien, il prend il joue sous Windows, quoi. Et il n'a pas besoin de savoir que son ordinateur va faire tout ça. Je lui passe, je lui dis, tu tapes commande de build, la commande de truc, et il a un serveur mode mail qui tourne chez lui. Je peux cliquer dessus. Donc ça, c'est l'intérêt de la chose. Et on verra plus tard que... Ouais. Tu dois exposer le port dans le fichier de config et tu dois aussi le T'es faire pas obligé, c'est juste que là, du coup, le conteneur, il sait que son port truc... Ok, donc comme ça, si tu ne spécifies pas dans la commande, quand tu fais Docker run, Euh, tu fais pas tirer P tel en port, fait, tel port. En fait, ça, c'est-à-dire que... Tu vas voir... En gros, tu peux faire docker inspect et lui dire le nom du conteneur que tu veux inspecter. Et il va te sortir c'est quoi son point d'entrée, c'est quoi ses volumes, c'est quoi ce truc qui est expo, etc. Et tu verras tout à la fin, quand je vais parler de GitLab, que vu qu'on a plusieurs conteneurs qui se parlent entre eux, il faut qu'ils sachent quel port il s'expose. Comme ça, il peut dire, ok, tu m'as filé le conteneur Postgres, il expose tel port, ça veut dire que Postgres il sur tel port. Et du coup, hop, ils font leur truc en interne. Ça sert à ça, mais effectivement, tu n'as pas besoin de l'exposer, quoi. Tu peux juste le faire avec le -p et ça suffit. C'est juste une bonne pratique. Ouais, pardon. Par contre, il faut se passer ça parce que sinon, après, sur la vidéo, les gens ils n'entendent pas. Je suis désolé, je rajoute le fil tout à l'heure. T'es prêt? Ok, c'est bon. Parle dans le micro. Tape dessus, c'est bon? Ouais, c'est bon, ça marche. Parfait. D'accord. Tu as créé l'utilisateur et tu utilises à quel moment le user? Le user, c'est dans la config. Dans la config, je lui dis, tu vas tourner en tant qu'utilisateur admin. Tu vas voir? Non, On Je te crois. s'en fiche, c'est juste que la config est pas super intéressante, c'est pour ça que je ne vais pas montrer parce qu'on s'en fout. Mais J'ai une petite question en fait. Ouais. Tu as dit à plusieurs reprises qu'il y avait des problèmes de sécurité ouais, de Au par niveau, l'utilisation Docker. en C'est fait, à quel niveau c'est au niveau de. À l'heure actuelle, ils ont encore besoin des droits root pour faire tourner le démon Docker qui sert à faire tourner les containers. Et à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore réussi à s'en défaire. Donc, tant que ça tourne en tant que root, si jamais tu prends contrôle du Docker du démon, et bah, tu as accès enfin, t'es root sur la machine, quoi. Donc, à terme, ils vont s'en défaire et je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Et te dire quand, j'en sais rien. En fait, il faut suivre un peu les issues GitHub. Ouais, vas-y, prends le. Juste si tu es intéressé là-dessus, il faut regarder en fait sur LXC dans les paquets Debian et le mainteneur de Debian a documenté en fait toute cette partie-là. Voilà. Ouais. C'est une question un petit peu différente, c'est que bon, tu as dit que Docker par exemple tu pouvais parfaitement prendre ton container et le mettre sous Windows. On sait qu'un Windows à chaque live update il reboot. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu rebootes, que tu relances ton Docker, il réinstalle tout, il refait tout le process ou il la garde en cache? Alors non, en fait, ouais, effectivement, je me suis pas trop, j'ai pas trop discuté de ça. En fait, quand vous faites tourner Docker sous Windows, l'installateur qui vous file, qui est un exécutable, quoi, un truc classique, suivant, on peut s'installer, il installe une mini VM VirtualBox dans laquelle il fait tourner un Linux bare, quoi, genre un truc le minimum possible, qui a juste l'excès dedans qui fait tourner Docker, quoi. Et du coup, en fait, ce script-là, il est exécuté que quand vous faites Docker build. Quand vous faites Docker run, vous exécutez juste le container tel qu'il a été créé. Et par contre, si tu veux, l'intérêt que tu as à avoir ça, c'est que si demain, j'en sais rien, j'imagine dans 2 ans, je pars, je fais ah ben ouais, mais Ubuntu 14.04, c'est vieux, je vais mettre à jour, etc. Plutôt que d'arriver et de prendre une VM et de devoir la mettre à jour, et Linux, voilà, de temps en temps tu mets à jour, t'arrives des galères. T'arrives, tu reprends ça, enfin, jamais, mais ça dépend. Voilà. Et tu peux dire, bah, maintenant tu pars de Ubuntu 15. Puis voilà, il part d'Ubuntu 15, il exécute le même truc, et ça marche. Et je peux aussi le réexécuter, par exemple là, vous voyez que je dis, bah, installe Mumble Server. Parce que Mumble Server, il va prendre la version qui est à l'heure actuelle dans les paquets. Du coup, si j'exécute aujourd'hui, je vais avoir la version A, mettons. Si j'exécute dans 2-3 mois, ils vont faire des releases, etc., j'aurai la version d'après. Du coup, à chaque fois que j'exécute, enfin, à chaque fois que je build ce Dockerfile, j'ai la dernière version, quoi.
et je peux revenir et dire tiens là en fait non, je voulais installer un truc entre les deux et t'as pas besoin de venir et dire bon alors là attends il faut que je vire ça d'abord, il faut que je change les configs, tel truc qu'elle a écrit là-bas, tu t'en fous, tu repars à zéro. De toute façon tes données sont à côté, ta config est à côté, donc tu ne modifies que les exécutables quoi. Et au pire, tu gardes ton ancien truc, tu dis bah tiens j'ai envie d'essayer de mettre à jour mon système là, puis il est fait sous Docker. Et puis le problème c'est que souvent on est là, bah ouais mais t'as le serveur, t'as installé des trucs dessus, si jamais tu le pètes, on est un peu foutu quoi. Et là tu peux arriver et dire bah non attends écoute j'ai repris le Dockerfile, j'ai repris des données, j'ai copié-collé les données de la config quoi, j'ai mis à jour, et puis ça marche sur mon poste. Puis du coup si tu prends le container que tu le mets sur le serveur, bah ça marche juste pareil parce que techniquement tu fais tourner exactement la même chose quoi. Le container il contient ton Linux, du coup si ça marche chez toi, ça marche sur ton serveur quoi. Sauf si Docker marche pas là-bas, mais c'est le fameux build once, run anywhere. Ouais. Alors moi j'ai une question là-dessus, c'est que les conteneurs en fait, Oui. ça se base sur le noyau de la machine qui exécute LXC. Du coup, même Oui. si on installe un Ubuntu 14 ou un Ubuntu 15, ça restera le noyau de la machine qui exécute LXC. Alors là, je te vois que Ce j'ai sera pas forcément la trop même qui creusé. sera exécutée partout. Tu veux dire, est-ce que oui, effectivement, ça réutilise le noyau. Après, tu peux même te poser la question de si c'est un CentOS ou quoi. Je sais pas, faut checker. Faut regarder plus en détail. Je t'avoue que moi j'ai pas creusé la question. Il y avait d'autres questions, c'était bon. Alors le troisième, c'est un retour d'expérience. Alors, attendez. Oups. J'en étais où? Ok. Ah, pardon. Ok. C'est pas ça. Alors, on verra Rails après. Du coup, donc quand j'étais à Canal+, je vous le disais tout à l'heure, ils avaient ils ont toujours d'ailleurs du coup parce que ça tourne encore. Ils ont un Jenkins et ils avaient une machine et puis un jour ils se sont rendus compte que la machine était complètement verrouillée. Et en fait, ils avaient juste verrouillé le disque parce qu'il y avait des problèmes au niveau de l'install Linux. Et du coup, le Linux c'était juste braqué et dit attends, ne touche pas mes données parce que là, faut que tu corriges avant. Et du coup, ils n'avaient plus accès à rien, et ils étaient un peu en galère, c'était pas la première fois que ça leur arrivait. Et du coup, ils savaient que moi j'étais à côté, que je bossais sur Docker, enfin que je m'intéressais, que je commençais à jouer avec quoi. Et je leur ai fait juste un truc où ils voulaient que tout soit dedans. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que, en gros, la bonne pratique, c'est de mettre les données et la config à côté. Et ce que vous pouvez faire, mettons que vous ayez un client qui soit pas forcément, enfin là en l'occurrence mon client était technique, mais c'était pratique. Mais même si vous avez un client qui n'est pas du tout technique, à qui vous livrez, je sais pas, une appli web, quoi, mettons. Et ben vous pouvez tout faire dans un container. Vous mettez les données de test, la config, etc. Vous préparez tout. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là. J'ai quelle image là? J'ai Ubuntu 14.04 là, mettons. Je vais le faire tourner. Donc je peux lui dire docker run. -it. Alors IT c'est pour avoir un terminal interactif. -d c'est pour le faire tourner en background et pas pouvoir taper. Donc vous allez voir. Là je lui dis qu'il va faire tourner Ubuntu le 14.04. Et dans ce Ubuntu là, la commande par défaut que tu vas prendre c'est bash. Et du coup il fait quoi? Et ben il me file un prompt bash qui tourne dans Ubuntu. Donc là quand j'ai fait rentrer là, il a quand même booté un Ubuntu. Enfin, il a fait l'équivalent. Il n'a pas vraiment booté. Donc là, si j'ai juste les outils GNU, etc. Et là-dedans, je peux faire, je peux faire des apt get update, truc. Je lui prépare un Linux complet. Et le mec, il comprend rien, il fait juste Docker run. Je lui file le conteneur, il fait Docker run, il a l'appli qui tourne sur son poste en local. Je lui prépare sa petite commande de base, etc. qui lui prépare tout. Et il arrive, il a rien à faire. Je dis, bah, tu prends tel truc, tu mets sur ton serveur, parce que mon client, voilà, il va le faire tourner sur son serveur, c'est le but de la chose. Et quand tu as fini, tu vas juste ton navigateur, tu as l'adresse, et puis tu as le truc qui tourne, quoi. Et il en sait rien que derrière, vous avez fait du Angular, du NPM, du truc, du Ruby, etc., que vous avez fait un truc complètement délirant, et que vous avez écrit une grosse config, c'est juste, c'est invisible pour lui, quoi. C'est une grosse boîte noire, quoi. Donc c'est une autre utilisation. Voilà, il y a le côté plus admin, il y a le côté chez le client.
Il y a le côté où on peut bidouiller avec en faisant des docker diff. Donc pour dire, par exemple, là vous allez voir, j'aimerais bien juste que ça se finisse, mais c'est un peu long peut-être. Si ça se finit, en fait, du coup, quand vous faites un update, quoi, il va aller mettre à jour les paquets et il va les stocker quelque part. Comme ça, quand vous faites apt cache search ou quoi, pour chercher dans les paquets qui sont récupérés, et ben vous avez la liste qui est déjà prête. Si c'est bon, on va l'arrêter. Bon, on va l'arrêter. C'est embête. Alors, on va juste... on va créer le dossier avant. On voit rien là. On va créer le dossier SOAT à la racine. Ok. Et je vais aller dans SOAT. Et je vais dire... touch, c'est juste à créer un fichier, ça change la dernière date d'accès. Ok, donc si je regarde ici, j'ai bien un fichier SAU, et du coup ça veut dire que depuis que j'ai fait tourner les containers, il y a eu le dossier SWAT qui a été rajouté, et le salut, et peut-être du log, etc. qui a été mis à jour. Donc si je quitte ça, là j'ai quitté les containers, j'ai juste fait CTRL D, hein, mais vous pouvez faire exit. Ça veut dire que là, si je regarde dans mes processus Docker, il n'y en a pas qui tournent. Et si je fais "-a", par contre, il dit, bah ouais, t'avais un Ubuntu 14, t'as fait la commande bash, tu l'as créé il y a 2 minutes et tu l'as quitté il y a 12 secondes. Et il s'appelle Berserk Board. Et si je lui dis docker diff de Berserk Board, et ben il me dit, ça c'est tout ce qui a été modifié entre le moment où j'ai fait tourner et le moment où j'ai quitté le container. Donc on retrouve un ajout, donc c'est comme Git, hein. A c'est add. Tu as rajouté SWAT, tu as rajouté ce fichier-là. On a créé un peu de bash history, forcément, j'ai tapé des commandes bash. Et après, c'est juste, là, c'est les archives, donc c'est quand j'ai fait un apt get update, là. C'est tout ça qu'il a mis à jour. Ça vous permet, par exemple, si vous ne savez pas trop comment Linux ça marche, et que de temps en temps vous tapez des commandes que vous voulez un peu approfondir, ok, quand je tape ça, qu'est-ce que ça fait? Et ben, vous pouvez utiliser un docker diff juste pour bidouiller, pour regarder à l'intérieur, quoi. Ça peut vous servir à ça aussi, en tant qu'outil de dev. Et si par exemple je trouvais que les changements que j'ai faits sont absolument magnifiques et il faut que je les sauvegarde, et ben je peux dire, tu peux faire un docker commit, et puis après il y a des options. Hop. Voilà, donc tu fais un commit, l'auteur c'est machin, message, et après à la fin je dis juste le nom de la nouvelle image, limite je reprends le même nom, et puis je mets à jour le tag. Et puis ça me fait une nouvelle image. Et du coup, ça va vous permettre de dire, bah là, on s'arrête, etc. Et ça vous permet de faire des pauses, quoi. Une fois que vous avez installé tous les paquets, que vous avez tout installé les trucs, ce qui est long, enfin, ce qui peut être long si vous installez des gros trucs, et qu'après vous bidouillez pour ajouter les choses. Si jamais quand vous bidouillez, vous vous êtes planté, il faut repartir au début, quoi. C'est un peu l'intérêt de Dockerfile aussi, c'est que vous avez avec une Dockerfile, vous avez un script qui dit, c'est comme ça qu'on le fait mon container, quoi. Et là, vous pouvez juste dire, bah pareil, je fais un commit à un moment donné, j'ai pas de Dockerfile, mais j'ai juste tapé des commandes, c'est pour un client. Et là, attends, je vais essayer de la conf, etc. Et puis quand vous êtes content, vous refaites un commit, vous envoyez ça au client. Les commandes pour les packager, je les ai plus exactement en tête. Vous avez 2 manières de packager, enfin 3 en fait. Première manière, vous faites un Docker export, si je me souviens bien. Je ne fais pas beaucoup. Le Docker export, il vous fait un pointard. Donc vous juste Docker export de tel nom de container, le chevron pour dire tu balances ça dans un fichier pointard. Vous le donnez à un client, le client il le récupère, il fait un Docker load, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, il a l'image chez lui. La deuxième solution que vous avez, c'est que vous avez un hub public, c'est-à-dire que, un peu à la GitHub, dans ce GitHub, vous arrivez, vous mettez votre repository, puis vous pouvez le mettre à jour, etc., tout le monde le voit. Sur Docker, vous avez c'est hub.docker.com, je l'ai mis dans le fichier, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Et là-bas, vous pouvez dire, bah tiens, tel container, je vais prendre j'en suis content. Et puis je fais Docker push avec le nom de mon compte, / le nom de mon repository, la version. Et du coup, il est disponible pour tout le monde. Du coup, par exemple, je peux créer un container et dire à un ami, bah tiens, j'ai fait ton truc, vas-y, tu peux le récupérer. Mais c'est évident que c'est public, donc s'il y a des données sensibles, c'est comme GitHub, vous ne pouvez pas les mettre dessus. Pour ça, vous avez 2 autres solutions. Donc Docker, ils ont un service payant où ils vous hébergent vos containers privés. Donc comme GitHub, quoi, c'est le même système que GitHub. GitHub, ils vendent des repositories privés et les gens achètent, c'est comme ça que ça tourne. Et enfin, Docker, c'est open source. Et du coup, le hub Docker est lui-même open source. Donc vous pouvez récupérer le code du hub Docker, le faire tourner sur votre serveur.
et vous avez un serveur de hub, vous pouvez balancer en interne et de manière sécurisée vos conteneurs internes. Et ce ne serait pas un problème de sécurité tant que vous ne l'ouvrez pas vos conteneurs vers l'extérieur. Donc ça vous fait que plusieurs manières de faire. Et donc pour en finir avec mon histoire chez Canal+, le conteneur du coup il contient le Jenkins, les données, la config, tout tourne, il s'est stocké, c'est exporté. Chaque fois qu'on le met à jour, on fait un petit commit, on fait un petit export, on le stocke sur un autre serveur. Du coup, si jamais il y a un des deux serveurs qui plante, on peut récupérer les images et refaire tourner sur l'autre, et racheter un serveur le mettre à côté. Bon, depuis le serveur est stable, mais ils ont des backups. On va maintenant prendre un exemple un peu plus compliqué. Donc là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, alors là j'ai trois choses. Donc là en fait l'intérêt de Rails c'est que j'ai récupéré une to-do app. La to-do app on s'en fiche, j'ai pris la première que je pouvais trouver sur le net. Et c'est juste qu'elle est faite en Rails. Et comme j'ai dit tout à l'heure, forcément, vous n'êtes pas forcément pro en Rails et vous êtes capable de changer un logo, etc., de truffer un peu le code vite fait quoi. Et du coup, au sein d'une organisation, vous pouvez être plusieurs à toucher à la chose sans avoir besoin d'avoir tout un sur votre poste. L'intérêt de la chose là, c'était d'avoir une Dockerfile qui crée tout le container. Donc on peut juste vous donner le Dockerfile ou vous donner le container carrément, il faut vous le charger. On vous met à côté le code, donc Rails to do app simple c'est un dossier, hein, donc dedans il y a tout le code qui fait tourner la solution. Et à côté vous avez la commande qui vous permet de faire tourner le truc. Et du coup, là, je peux faire je vais vous montrer le Dockerfile. Le Dockerfile il est un peu long quoi. Alors déjà ça fait tout l'écran et ça va encore en dessous. On part de Ubuntu, on installe des trucs, on met à jour, il y a toutes les dépendances qu'il a besoin. Il va récupérer Ruby, il l'installe depuis les sources. J'aurais pu commencer de Ruby directement, c'est juste pour vous montrer qu'on part de zéro, on installe qu'on veut. Après, il rajoute curl, il installe Node.js parce qu'il faut un framework JavaScript pour faire tourner Ruby on Rails. Il installe SQLite pour faire des tests, il installe Bundler, il installe Rails. Enfin, ce truc-là, je l'ai fait tourner hier chez moi pour tester et pour avoir le container ici. Ça met 2 heures quoi. Ça met 2 heures d'install flat, genre tu lances ce truc, tu vas te prendre un café, tu vas regarder un film, tu prends un bain et tout, t'es tranquille quoi. Et du coup, c'est un peu lourd. Et du coup, si quelqu'un vous fait le container et qu'il y a un nouveau mec qui arrive dans l'open space ou quoi, et ben vous lui faites le container, il n'a pas besoin de se taper 2 heures où il arrive à regarder son écran avec des lignes qui défilent et tout. Donc en plus, il s'en fiche un peu quoi. Et du coup, tout à la fin, par contre, ce qui nous intéresse, c'est que, alors il y a juste, workdir, je vous l'avais pas montré. Workdir, ça permet de dire, ton container, je veux que quand tu le démarres, enfin je veux qu'à partir de maintenant, ton dossier par défaut, c'est ça. Et typiquement, quand on a l'application, on va faire un dossier genre app. Dedans, on met l'application. Et on lui dit, ton workdir, c'est app. Quoi. Tout ce que tu fais tourner comme commande, tu le fais tourner à partir de ce répertoire-là. Et typiquement, là, après, du coup, on lance la commande qui lance un Rails. Donc, il va migrer la base de données, et il va faire tourner le serveur. Quoi. Et tout ce que le mec va voir, le petit nouveau qui ne sait pas faire du Rails, il va juste voir Rails serveur démarrer. Il arrive sur localhost 2.3000, il y a le truc qui tourne quoi. Et à côté de ça, du coup, ça vous fait un truc genre... hop, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Du coup, vous avez le container, mettons comme ça. Avec Rails dedans. Et il y a le code à côté. Et ce code, il est vraiment à côté. On va juste le monter dans le container en disant... Là, j'ai tous les exécutables, tout ce qu'il faut. Le mec ne sait même pas comment ça marche, donc, il ne sait même pas l'installer. Et le code, il est à côté. Tiens, tu prends le code. Et quand tu as fini que tu veux tester, ou même quand tu veux tester, tu fais tourner le container en lui disant tu vas choper le code là sur mon disque. Et c'est exactement ce que fait. Donc là, ce que vous voyez là, le Dockerfile, c'est cette partie-là. Et après, la commande, le code. Merde. Le code, il est dans le répertoire. Et la commande, elle va lier les deux. Voilà, dans la commande, en plus, je lui mets un bash dedans pour qu'il puisse tester si jamais il a besoin. Docker run.it, donc c'est tu vas faire tourner un container, tu vas lui donner un terminal interactif. Tu vas ouvrir le port 3000 entre les deux. Du coup, localhost sur l'autre. Le port 3000, c'est le port 3001
à l'intérieur du conteneur. -v, donc ce que je vous ai montré plusieurs fois, c'est pour dire tel dossier, donc à gauche c'est le dossier qui est sur l'autre, à droite c'est le dossier qui est dans le conteneur, c'est le même, ok. Et à partir de ce moment-là, du coup, si vous regardez bien, c'est home, boot, git repo, de presse, docker, etc. machin, c'est exactement, c'est celui-là quoi. Ça veut dire que ce que je modifie là-dedans en local, quand je ferai tourner la commande là, c'est ça que l'exécutable fera tourner. Ouais. Tu peux prendre le micro s'il te plaît parce que sinon on n'entend pas la caméra après. Ouais, et si du coup tu lances ton Docker sans monter un dossier local, tout ce que va écrire ton Docker, ça va être stocké en mémoire du coup, c'est pas dans Alors c'est en mémoire tant que le conteneur tourne. Ouais, voilà. Quand quand le conteneur s'arrête, donc soit il a craché ou tu as lancé un exécutable qui s'est terminé, qui a exécuté, qui a fait un exit 0, il reste dans les Docker PS. Tout à l'heure je t'ai montré genre, je te le remontre, Docker PS là, donc je crois qu'il n'y a rien qui tourne là, mais j'en ai là. Donc il reste là, je peux encore les récupérer si je veux. Et sinon tu fais Docker RM de ça pour cleaner. De temps en temps tu fais un clean-up parce que tu as vu le conteneur qui ne te sert à rien, tu veux les virer. D'ailleurs, moi j'ai un petit alias. Hop. Voilà, ça c'est mon alias. Et si tu fais Docker RM de ça là, il va te virer tous les conteneurs qui sont morts quoi. Ça te fait un clean-up. D'ailleurs. Ah oui, ça je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer le footprint d'un conteneur. Alors, ouais, alors, ok. Donc ça, si je ça j'ai déjà buildé du coup. Si je le fais tourner. Alors, juste avant, on va ouvrir le moniteur système. Il s'est ouvert là évidemment. Ok. Donc là, niveau ressources, on voit que j'utilise 744 MB de mémoire quoi. En gros, ça varie. Et donc là, je fais tourner le conteneur complet avec Linux, tout, le Rails, tout ce que j'ai installé, enfin le gros de Dockerfile que je vous ai dit qu'il mettait 2 heures à s'installer. Je le fais tourner. Voilà. C'est un peu long parce que je lui ai dit de faire migrer les trucs avant. Donc en gros là, il passe plus de temps. Voilà. Donc là, elle est bootée Rails. Donc il me dit ton application Rails 4 machin, elle est démarrée sur le port 3000. Le port 3000, vu que je l'ai partagé entre l'hôte et la conteneur, ça veut dire que si moi sur mon navigateur qui va lancer. Si moi je vais sur le Chaos 3000, j'ai l'application Rails qui tourne. Là, par contre, ouais, il faudra que je vous remonte un truc. Okay. Voilà. Et donc là, si je vais sur le Chaos 3000, voilà, j'ai un Rails qui tourne. J'ai un Rails qui tourne que je n'ai pas sur ma machine, hein, qui est purement dans le container quoi. Moi, j'ai rien fait sur ma machine de particulier quoi. Enfin, si c'est moi qui ai buildé, mais si je vous le passe ou quoi, vous n'aurez rien fait de particulier. Et si je vais sur Task, voilà. Sachant que cette application-là est un peu cassée et que du coup, ça serait au développeur de prendre le code que je vous ai montré tout à l'heure dans le dossier, de le corriger, de finir l'application et au fur et à mesure, il peut tester. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est il arrête le conteneur qui est en train de tourner là, que j'ai laissé en ligne de commande d'ailleurs. Enfin, normalement, on peut le faire tourner en background comme tout à l'heure, comme le Mumble. Mais là, du coup, on voit toutes les requêtes qui passent. Et si je fais CTRL-C ici, ok, ça arrête, je l'ai arrêté. Donc si je regarde là, il n'y a pas de processus Docker qui tourne. Mais si je fais rajouter là, on voit que il s'est bien arrêté. Il s'est arrêté il y a à peu près une minute, donc c'est celui-là quoi. Mais à ce moment-là, vu que je l'ai arrêté, si je viens ici et que je recharge la page, il me dit bah le truc il le connaît pas parce que j'ai arrêté le container. Et donc, il se passait quoi là? Ah la vache. Désolé. Oui. Et donc ça typiquement c'est un peu... Oui. Tu peux avoir le micro? Si tu rerun la même commande Docker Run, ouais. Il reprend le processus qu'il avait killé ou non, il en crée un autre. Et du coup, il repart de là où l'image était faite
il dégage tout ce que tu as pu faire dans une autre instance et il reprend à ce niveau-là, quoi, avec le code que tu lui files à chaque fois. Et par contre, tout à l'heure, j'ai nommé un container. Et si tu essaies de faire tourner 2 fois un container avec le même nom, il va dire non, ce container-là, il existe déjà. Il faut d'abord que tu le vires, et après tu le remettes. Et du coup, ça te permet d'avoir un sorte de fail-safe, genre si tu es sur un serveur et que tu fais beaucoup de modifs, tu fais toujours le même nom, comme si jamais tu oublies un truc ou quoi, à un moment de le virer l'ancien et le remettre le nouveau, tu le sauras. Et même si le conteneur est arrêté, si il a le même nom, il faudra d'abord que tu supprimes le conteneur arrêté avant de faire tourner un nouveau. Mais sinon, en fait, c'est ça qu'il fait là. Tu sais là, il met des Sleepy, FindMe, Darkboard et tout. C'est juste qu'il prend 2 mots dans une base de données, il fait un nom unique comme ça il les nomme, quoi. C'est moins chiant que d'avoir à taper. En fait, le Sleepy FindMan là, il marche pareil que le 24A, B, des trucs machin, c'est juste que c'est un peu plus digeste à dire. Et ça sert à quoi? Ça sert à, genre, si je fais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire le docker inspect de Sleepy FindMan, et puis il te raconte tout ce qu'il y a dans le container, les accès, les trucs, les bidons, les machins. Alors juste par contre, je vais juste gérer ça, parce que je voulais vous montrer combien ça pèse en mémoire. Donc là on va tomber à 760 quoi en gros. Donc on est à 760. Là si je fais tourner le même container, donc le container Rails, ok, je fais tourner. Pareil, faut attendre 10 secondes le temps qu'il fasse l'immigration de base de données, mais le truc a booté, voilà, très bien. Je vois mon système monitor, je suis monté à 830, c'est-à-dire que j'ai pris 70 MO de mémoire pour faire tourner un Linux, un Rails, enfin tout ton app quoi. Tu compares ça à si tu avais fait une vraie machine virtuelle, il y a peu de pertes quoi. Ouais, il peut avoir le micro là-bas s'il vous plaît. Pas loin. En fait, c'est vrai que tu disais que quand tu fais le Docker run, ouais. tu as un Linux qui démarre et ça. En fait, non, il va juste t'exécuter la commande. Tu n'as pas de Linux qui démarre, tu n'as pas d'init qui est lancé. Il te lance juste le process. Alors, oui, tu as une alternative à ça. C'est-à-dire que là, tu lances juste le process, effectivement. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça. Et du coup, tu as une image. Alors, je sais pas si tu connais Fusion Passenger. Les mecs qui ont fait ça, c'est genre une librairie Ruby pour faire le lien avec Nginx. Et du coup, ces gars-là, ils ont fait une image qui s'appelle base-image-docker, je crois. Et celle-là, par contre, elle te lance comme si c'était un vrai Linux avec tous les trucs d'init, etc. Et à ce moment-là, tu ne lances pas des commandes, tu vas juste dire, tu vas écrire un script de démarrage, tu vas le rajouter, tu vas le monter en fait dans un dossier avec les scripts initiales d'init, et il tournera comme ça. Donc là, tu auras ce que tu veux, effectivement. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai. Alors, je vais vous montrer ça, je crois que je l'ai ici. J'ai ma base. Donc dans ma base, j'ai une clé RSA, donc là je l'ai vidée pour pouvoir vous envoyer tout ça et vous pouvez la remplacer par la vôtre. Et si je regarde le Dockerfile, voilà. Et donc là, par exemple, ça c'est mon image de base, par exemple. Alors que j'arrive, je dis, tu pars de la fusion base image, donc j'ai effectivement le système d'initiation comme tu parles. Je crois que c'est pas la dernière, ils ont peut-être fait la pointe 13 ou 14 depuis. Tu mets à jour le Linux, tu installes tous mes trucs de base dont j'ai besoin à peu près tout le temps. Tu mets la time zone en France, tu autorises SSH pour l'utilisateur qui est moi, donc je lui passe ma clé. Et c'est là qu'on voit le add par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un dossier, et quand vous faites docker build, il va récupérer le contexte du dossier courant. Et à partir de ce contexte-là, vous pouvez prendre des fichiers et les mettre dans le container, quoi. Donc vous n'aurez pas besoin de les monter plus tard, ils sont inclus dans le container. Donc moi par exemple, je voulais que ma clé RSA, donc ma clé pour SSH, celle que vous pouvez mettre sur GitHub par exemple pour avoir accès en SSH, elle soit directement dedans, et qu'ils l'autorisent, qu'ils disent tel utilisateur, il y a toujours de SSH dans le container. Et après, je crée un petit utilisateur qui sert à rien, qui est juste pour stocker des fichiers, quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai mon truc à moi, et dès que je fais une image, plutôt que de faire un from Ubuntu 14.04, je fais un from le nom que je lui donne, je vais l'appeler baboonbase, je crois. Voilà, baboonbase. Et puis je fais un from de ça, et de base, j'ai toute ma config, quoi. Donc, vous pouvez avoir une config de base pour tous vos containers et avoir toujours des gens qui peuvent aller faire de la maintenance dedans, n'importe comment, par SSH ou tout autre moyen que vous jugez sensible, quoi. Il y a des questions? Ouais. Vous pouvez lui passer le truc?
Par rapport aux ressources, j'imagine que par défaut, il utilise toutes les ressources disponibles sur la machine. Est-ce qu'il y a moyen de limiter, par exemple, la RAM utilisée ou ce genre de Ouais, choses? tu peux limiter. Alors, bon, moi je m'en ai jamais servi. Mais si je dis pas de. Alors, il y a des masses là. Que je te le retrouve. Euh, euh, Voilà, tu vois, par exemple, ta CPU 7, tu peux dire tu vas utiliser que telle CPU. Tu as memory, je crois, on m'a dit. Ouais, là, il y a memory. Donc, tu peux dire tu as un max de mémoire et tu peux pas dépasser, quoi. Et du coup, tu peux effectivement limiter. C'est ce que au tout début, je parlais des C-groupes. Et bah, typiquement, c'est ça. Donc, au niveau droit, etc. Et accès aux ressources, tu peux limiter. Comme une VM, en fait, quoi. C'est juste que par contre, de base, ouais, t'es pas particulièrement limité, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai jamais atteint la limite. Donc, tu peux y aller. Et l'intérêt avec ça aussi, c'est que du coup, si tu mets une limite à ça, tu peux dire à ton serveur, effectivement, au pire des cas, j'ai alloué que 500 max, quoi. Donc je sais que si j'ai 16 Go, je peux faire tourner 32 containers tranquille, quoi. Et par contre, tu peux aussi dire, monitorer plus juste l'utilisation de RAM de ta machine. Tu vas avoir un petit script, et tu fais tourner autant de containers que tu veux sur la machine. Et le jour où ton script dit, attends, j'arrive à la mémoire max, et bah, tu prends tes containers, tu les mets sur un autre serveur, ça tourne pareil, puisque finalement le container contient tout. Enfin, tu récupères les données à côté et la config tu l'as mis à côté. Tu mets sur un autre serveur et puis du coup tu peux un peu répartir ta charge sur tes serveurs, quoi. Et tu pourrais aussi assez facilement automatiser ce genre de truc. Tu fais Docker stop, tu l'arrêtes. Quand tu vois que tu maxes ta RAM, quoi, tu fais Docker stop, tu l'arrêtes. Tu fais Docker export, t'en fais un tar. Tu le SCP sur le serveur d'après. Et le serveur d'après, il le charge et il le fait tourner. Et voilà, et du coup tu as libéré tant de RAM sur un serveur, quoi. C'est relativement simple à scripter, quoi. Il y avait d'autres questions par rapport à ça? C'est bon? On se fait. Alors, le dernier exemple, c'est très rapide. Et après, on va faire des questions publiques. Enfin, Voca pratique. Ouais, alors, je sais pas si vous connaissez GitLab. GitLab, c'est l'équivalent de GitHub en open source. Donc, vous pouvez prendre GitLab et l'avoir sur votre serveur. GitLab, le problème, comme je disais au tout début de la presse, c'est que il a besoin d'un Postgres, un Redis. Et du coup, on pourrait faire un seul container qui contient tout ça. Mais si moi, demain, j'aurais besoin d'un Postgres, un Redis, il faudrait que je les remette dans tous mes containers, quoi. C'est un peu lourd, ça rajoute de la config pour rien. Et tant qu'à faire, on aime bien être dry quand même. On est tous développeurs ici, je crois. On aime bien ne pas trop se répéter. Et du coup, je vais prendre un container qui fait Postgres, un container qui fait Redis. Et je prends mon GitLab qui dit, tu dirais à GitLab, ton Redis il est là, ton Postgres il est là. Et du coup, il va falloir que ces différents containers soient liés entre eux. Et ça tombe bien, dans Docker Run, il y a une option qui s'appelle Link. Et donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Et du coup, là, je prends 3 images basiques. Donc, il n'y a même pas de Dockerfile, c'est juste les images existent. Je les réutilise. Si je fais un cat, hop, donc la commande Redis. Si vous tapez docker run-ad et que vous lui donnez un nom, vous n'êtes pas obligé. Vous ouvrez le port quand même. Vous lui dites tes données, tu les stockes là. Comme ça, si jamais le serveur il est rebooté, il va les récupérer. Et le nom du build, c'est Dockerfile/Redis. Donc Dockerfile, c'est le nom de l'utilisateur qui l'a mis en ligne. Redis, c'est le nom du repository. Et latest, c'est le numéro de version, en l'occurrence la dernière. Et sachant qu'il y a des containers qui sont sur le hub public, qui sont officiels, qui sont trusted, ou alors c'est juste des gens lambda qui l'ont mis, on sait pas qui. Et puis du coup, ça fait tourner un Redis. Juste, tu fais tourner ça avec ta Docker sur ta machine, quoi, t'as Redis qui tourne. Sur le port 6379. C'est déjà une install qui est simplifiée, quoi. Vous savez même pas comment ça s'installe le truc, hein. T'as juste fait tourner ça, quoi. Ensuite, il me faut aussi un Postgres. Donc le Postgres, même type de délire, hein. Je dis, tu fais tourner, tu labelles comme ça, tu mets tes données là, et tu fais tourner Postgres 934. Là, en plus, ils sont sympas parce qu'ils nous ont mis toutes les versions. Donc si j'ai une appli qui est un peu vieille, qui tourne sur, je sais pas moi, Postgres 8.2.1, quoi, et qu'ils l'ont fait, et je change juste 934 par 8.2.1, puis je teste mon truc. Et ça marche. Et enfin, le GitLab, un peu plus compliqué. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, la commande est déjà un peu plus violente. Alors pourquoi? Il y a les -e. -e, c'est pour l'environnement. C'est-à-dire que vous pouvez dire, au moment où vous faites un Docker Run, vous pouvez dire telle variable d'environnement,
qui se nomme, mettons, GitLab port. Et bah GitLab port, vous allez, tu vas lui donner la valeur 1080. Et du coup, après, vous codez votre application, sachant que votre variable d'environnement GitLab port, elle sera setée par l'utilisateur au moment où il fera tourner le container, et que du coup, il peut la changer n'importe quand. Et donc, c'est un peu comme si vous faisiez un fichier de config et que vous le lisiez, quoi. Jusque là, du coup, on peut faire directement à la ligne de commande. Et du coup, on a tout en un seul écran. Et donc là, je dis, le port 2022 chez moi, c'est le port de l'intérieur. 1080, c'est 80. Donc 1022, c'est pour SSH, c'est un GitHub. 1080, c'est pour l'interface graphique. Donc c'est un Ruby on Rails, je crois aussi. Comme GitHub. Oui. Ensuite, je mets toutes les variables. Je dis OK, tu vas faire ton HTTPS, etc. Machin. Et j'en arrive là, où j'ai un link. Je dis, donc dbtype, c'est pour dire que c'est un Postgres que j'utilise. Et je dis link pour Postgres. Il s'appelle Lilith Postgres, donc je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai donné comme nom Lilith Postgres. Et ça, c'est le nom externe. Et le nom interne, c'est PostgreSQL. Et du coup, il va avoir une variable d'environnement qui va s'appeler PostgreSQL underscore le underscore TCP underscore le numéro du port, qui va contenir où est-ce que c'est, l'adresse IP, etc. Vous avez l'adresse IP, le port, etc. Tout ce qui vous se connecter. Et derrière, vous pouvez juste comme ça avoir un GitLab qui n'a pas de Postgres, qui va s'en servir en dehors. Et votre hôte n'a toujours pas de Postgres. Hein. Si vous avez Postgres, Redis, le truc, ils parlent tous ensemble et vous n'avez rien de concret sur la machine, quoi. Le jour où je veux prendre le Postgres parce que mon application marche super bien et je peux avoir les 3 qui tournent en même temps sur le même serveur, je prends le Postgres, je le mets sur un autre serveur, je prends le Redis, je le mets sur un autre serveur et puis hop, déjà j'ai réparti mes trucs, quoi. J'ai rien eu besoin d'installer, quoi. J'ai juste tout baladé, quoi.